De nouveau bienvenue dans ce webinaire du CRIP et de notre partenaire Centréon. Aujourd'hui, je suis avec Pierrick, à qui je laisse la parole dans un instant, donc sur le sujet de la convergence IT et OT. Je vous rappelle donc que vous avez cet espace de chat qui est disponible tout au long de la session pour écrire vos remarques et vos questions. Voilà, n'hésitez pas à l'utiliser et Pierrick, je vous laisse la parole. Merci Lucie. Bonjour à tous. Donc, je suis Pierrick Martel, en charge du marketing produit chez Centréon. Nous sommes ensemble pour environ 45 minutes pour discuter de la convergence entre l'informatique, l'IT et les mondes opérationnels, le terrain, que l'on nomme parfois OT, terme que je vais essayer de définir, et plus précisément pour parler de l'impact de cette convergence sur la supervision informatique, qu'il va donc falloir, c'est l'objet du webinaire, étendre au terrain opérationnel. Alors j'ai prévu 3 parties dans le webinaire. Pourquoi est-ce qu'on parle de cette convergence IT-OT? Et puis essayons de définir de quoi il s'agit. L'impact de cette convergence sur la supervision IT, et puis les 3 piliers fondamentaux qui vont permettre de réussir son projet d'extension de la supervision vers le monde opérationnel. Donc environ peut-être 35 minutes de présentation pour qu'on ait du temps pour des questions-réponses, et donc comme Lucie vous l'a proposé, utilisez le chat pour poser vos questions tout au long de la présentation, même si je n'y répondrai qu'à la fin. Alors, j'ai un premier slide quand même sur Centréon. Nous sommes éditeurs logiciels, spécialistes de supervision, français. On fête nos 20 ans cette année. Le siège est à Paris. Nous avons des bureaux à Toulouse, au Luxembourg, Milan, Toronto, environ 160 employés. Moi, je suis chez Centéon depuis 8 ans. Depuis 8 ans, nous avons une croissance annuelle d'environ 25%. Et puis il y a 2 chiffres sur ce slide-là qui sont un petit peu bizarres. 1200 clients et 250 000 utilisateurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a 200 utilisateurs chez chaque client, pas du tout. C'est simplement que Centréon, c'est d'abord un projet open source, une solution de supervision open source qui est utilisée par 250 000 personnes de par le monde, c'est une estimation. Et puis, le business model Centréon, c'est un modèle open core. Nous avons développé des extensions logicielles sur la souche open source, et donc ça nous fait une édition commerciale, et on a donc 1200 clients qui utilisent cette édition commerciale. Et ces clients sont dans tous les secteurs d'activité. Alors déjà, secteur public, secteur privé, mais tous les secteurs d'activité, tous les domaines d'activité, la santé, l'industrie, le transport, la logistique, tout ce qui est banque, finance, assurance, la gestion des bâtiments, tous les secteurs d'activité que l'on peut imaginer. Et depuis 5 ans environ, une partie de ces clients a choisi Centréon justement pour superviser les domaines opérationnels dont nous avons parlé. Ou alors, ils avaient déjà Centréon, mais ils ont étendu son usage de l'IT vers les domaines opérationnels. Ce qui, chez nous, chez nos équipes, nous permet d'avoir une assez bonne compréhension sur les raisons qui ont poussé à cette convergence, sur les enjeux que cela a posés, et sur les bonnes pratiques qui permettent de réussir le projet. Et donc, c'est tout l'objet de cette présentation, c'est que je vous retraduise ces 3 enseignements que nous avons pu avoir en discutant avec tous ces clients. Alors, commençons par discuter de pourquoi est-ce que l'on parle de convergence IT-OT, et qu'est-ce que ça veut dire OT. En fait, il y a deux choses qui se passent de manière concomitante. D'une part, il y a le monde industriel, le monde des automates, la chaîne de montage. Le monde industriel, les automates, chaque décennie apporte son lot d'innovations. On est passé à l'électronique, et puis les microprocesseurs, et puis le logiciel, etc. Et aujourd'hui, tout le monde industriel a des automates, des environnements contrôlés, directement connectés aux applications métiers, à l'ERP, aux applications métiers qui se trouvent en cœur de réseau. Et ça, c'est l'évolution du monde industriel. Les Allemands appelaient ça Industrie 4.0 il y a 10 ans. C'est quelque chose qui est relativement lent, mais c'est lentement mais sûrement. Ça n'arrête pas d'arriver, ça va continuer pendant 20 ans. Et ça, c'est une première chose
qui crée cette convergence IT-IT. Puis il y a un deuxième environnement qui est plus basé sur l'humain, le grand public. Parfois, on parle d'explosion des objets connectés, ce qui est un petit peu du blabla journalistique. Mais ce qui est vrai, c'est que dans notre monde actuel, là, complètement digitalisé, où on est en permanence sur son smartphone, on s'attend à ce qui se passe sur le smartphone continue dans le monde physique. Et effectivement, si j'ai commandé mon billet de train sur mon smartphone, bah, bien sûr, je m'attends à ce que le QR code, là, il me permette d'ouvrir le portillon, de la voie G, gare de Lyon, le vendredi à 17h38 pour aller, à Aix-en-Provence. Mais c'est pas juste que du B2C, c'est aussi, l'employé, du supermarché ou de l'entrepôt logistique. C'est aussi votre partenaire, votre fournisseur. Voilà, le monde humain est prolongé de manière digitale par un smartphone, par un équipement connecté au Wi-Fi et finalement par tout un tas, d'objets au sens large, qui sont connectés à des applications métiers, une fois de plus en cœur de réseau et donc il y a cette convergence entre ces 2 types de mondes, opérationnel, terrain, et le l'informatique, cœur de réseau. Alors, j'ai essayé de trouver des définitions. Heu, OT, alors c'est anglais, c'est Operational Technology. Bizarrement en français, on dit technologie opérationnelle et entre parenthèses, on écrit toujours OT. On n'a pas trouvé d'acronyme, pour ça en français, en tout cas, j'en ai pas trouvé. Donc les technologies opérationnelles désignent l'ensemble des systèmes matériels et logiciels utilisés pour surveiller ou contrôler les équipements, les processus industriels, les infrastructures physiques. Bref, c'est tout ce qui concerne, le SCADA, les équipements SCADA qui existaient dans les années, 80, hein, ou les PLC, c'est les automates programmables, TCS, RTU, j'ai mis quelques petites définitions en dessous. Bon, tout ça, c'est le monde des capteurs, des automates, des actionneurs que l'on a dans l'industrie. C'est pas qu'à l'usine, hein, c'est aussi dans tout ce qui est, utilities, le long de l'oléoduc, par exemple. Tout ce qui sont les systèmes de supervision industrielle et les réseaux industriels qui sous-tendent, ces équipements. Donc ça, c'est ce que l'on trouve alors quand on parle de OT, en général, c'est un petit peu à ça qu'on pense et c'est ce qu'on trouve, dans les secteurs de l'industrie, la production, les usines, tout ce qui est énergie, production et transport d'énergie, tout ce qui est utilities, tout ce qui est, traitement des déchets et cetera et cetera. Mais il y a le deuxième domaine dont j'ai parlé, alors qu'on dit souvent IoT, c'est pas complètement vrai, Internet of Things, l'internet des objets. Donc l'internet des objets désigne l'ensemble des objets physiques connectés à internet capables de collecter, transmettre et pouvoir analyser des données en temps réel sans intervention humaine directe. Bien sûr, ça au départ, IoT, c'était les capteurs de température, d'humidité, de pression, les compteurs intelligents, bon, les caméras IP, le système qui permet, de badger pour rentrer dans un bâtiment sécurisé. Les industriels, eux, ils ont inventé le IIoT, le Industrial IoT, pour se différencier. Mais en fait, j'ai mis en italique beaucoup d'autres équipements connectés. Bah, finalement, quand on commande son hamburger, on fait ça sur une borne et cette borne, bah, c'est un équipement physique qui est en milieu opérationnel sur le terrain, hem et qui est connecté à une application centrale. Donc en fait, dans les hôpitaux, il y a tout un tas d'équipements qui sont connectés, des IRM et toutes tas d'autres choses. Donc en fait, ce monde-là, non industriel, disons, est beaucoup plus vaste et diversifié qu'on ne l'imagine. Il y en a vraiment, partout et je vais, citer quelques exemples. Ce sont des choses qui sont connectées au réseau IP traditionnellement, en Wi-Fi, par la 5G ou par, LoRaWAN, ce genre de réseau. On trouve tout ça dans des secteurs comme, le smart building, smart cities, mais la logistique, le transport, rail, la santé bien sûr, la distribution, le retail, les magasins, les caisses automatiques, enfin et cetera, et cetera, et cetera. En fait, toutes toutes tous ces trucs-là, sont connectés à des applications métiers en cœur de réseau. C'est ça qu'il faut retenir et c'est ça qui définit, les objets qui nous intéressent. Donc les applications métiers, bah, ce sont, les applications qui font la gestion, le contrôle, la supervision des environnements industriels et donc opérationnels, commander ses hamburgers. Alors ça commence par l'ERP, bien sûr, notamment dans les environnements plutôt, tout ce qui est manufacturing. Mais en fait, il y a, tout un tas d'applications dédiées pour chaque métier. J'en ai mis un exemple ici, mais en fait, il y en a, 3 fois plus ou 5 fois plus, hein. Dans les usines, on parle de MES, la gestion des bâtiments, c'est le BMS. Quand on a tous les entrepôts logistiques le long de l'autoroute, ce sont les WMS, Warehouse Management System, et ainsi de suite et ainsi de suite. Et puis, la gestion, des systèmes de vidéo, de la gestion d'énergie et cetera et cetera. Donc
Le point qui nous occupe aujourd'hui, c'est, comment est-ce que l'on peut s'assurer que les services métiers, qui sont gérés, par ces applications métiers, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'ils soient bien délivrés de bout en bout jusqu'à, l'environnement terrain opérationnel où il y a, un être humain qui fait quelque chose ou peut-être pas, peut-être que c'est un automate, une machine qui fait quelque chose. Bref, jusqu'à l'endroit où l'entreprise crée de la valeur finalement. Donc, chez Centréon, on représente ça un petit peu comme ça. À gauche, c'est l'environnement informatique tel qu'on le connaît. Il y a du cloud public, du cloud privé, il y a des bases de données, il y a des firewalls, il y a du réseau, il y a encore des AS400 ou même des mainframes, il y a du storage, il y a des Kubernetes. Bon, tout ça, on connaît par cœur, mais finalement, ça sert à supporter des applications métiers au-delà de l'ERP qui, elles, parlent, contrôlent ou collectent des données du monde, opérationnel qui est à droite, le terrain, et qui, lui, fait partie de cet environnement qu'on appelle OT au sens large, le monde opérationnel et donc ce que l'on doit, assurer, c'est, on doit répondre à la question: «Est-ce que les services métiers, sont bien délivrés de bout en bout? Est-ce que je peux assurer la disponibilité, pas juste de l'appli métier ou de l'équipement à droite, mais, du service de bout en bout depuis l'appli métier jusqu'à l'équipement à droite et vice versa?» La disponibilité, éventuellement la performance, s'il y a des questions de performance réseau par exemple en cours et puis bien sûr la sécurité ou la sécurisation de tout cet environnement. On va voir que c'est le point crucial et donc comment j'assure ça, du cloud jusque, aux confins des réseaux locaux, là où finalement l'entreprise crée de la valeur. Donc voilà un petit peu, je vais prendre des exemples, depuis nos clients. Compagnie nationale du Rhône, c'est le canal là qui longe le Rhône quand on descend, dans le sud en vacances. Bien sûr, c'est du SCADA là qui va contrôler, tous les barrages. Ces barrages servent en particulier à, refroidir, les centrales nucléaires que l'on voit à droite le long de l'autoroute. Donc là, on voit bien qu'il y a des enjeux, notamment de cybersécurité et pas juste, de productivité. Hem, Polycor, c'est le leader mondial là de la production de pierres naturelles. 80 carrières, 24 usines. Dans chaque usine, il y a des systèmes automatiques, hein, des automates, des PLC qui contrôlent la qualité des pierres et ça, c'est connecté directement à une espèce de super ERP, qui permet, d'ensuite de diriger les pierres au bon endroit, sur les bons marchés et tout ça, c'est fait de manière automatique, mais il faut que les PLC soient supervisés par un Centréon qui supervise aussi l'application métier. Chez, Services Industriels de Genève, c'est le canton de Genève, ce sont les gens qui sont responsables de la, distribution d'eau, de gaz, d'électricité, du chauffage urbain. J'imagine que c'est eux aussi qui gèrent l'immense jet d'eau là, qui est sur le lac Léman. Et donc eux, vont utiliser Centréon pour, connecter tout cet environnement industriel, à nouveau des choses comme du SCADA, des PLC, à leurs applications métiers. Il y a beaucoup, beaucoup d'applications, qui sont, connectées à ces équipements-là. Je continue dans mes exemples avec, EFIA en Belgique, ce sont des parkings souterrains. Là, on est plus dans l'autre exemple, l'homme digital qui, en fait, quand il va dans un parking, il est peut-être réservé avec son appli avant, il lui faut absolument des petites loupiottes vertes et rouges et des indicateurs qui lui disent: «Va au 7e, sous-sol et tourne à droite», sinon il est perdu. En vérité, dans un parc souterrain, il y a des caisses automatiques, il y a des bornes de recharge, il y a tout un tas d'équipements qui sont, connectés à des applications métiers et qu'il faut superviser parce que sinon, le parking souterrain ne fonctionne pas. Hem, TAG à Grenoble m'a appris que, il existait une application qui s'appelait SAEIV, le système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageurs et en fait, toujours dans, l'homme connecté qui court le matin, prendre son bus, il a besoin sur son smartphone de savoir si le bus passe dans 2 minutes ou 4 minutes parce que comme ça, il va régler la vitesse de sa course, et si ça fonctionne pas, il est perdu et c'est aussi des petits afficheurs qui se trouvent au-dessus de l'arrêt de bus. Pour avoir ce petit afficheur qui dit 2 minutes, 4 minutes, en fait, on n'imagine pas le nombre de zinzin qu'il faut connecter à tout un tas d'applications, pour que ça fonctionne et donc il va falloir superviser, tout ça. Hem, Foodex qui, distribue, de la nourriture, asiatique dans les restaurants, a des entrepôts frigorifiques. Évidemment, si un entrepôt, a une température qui dépasse un certain seuil, il est hors de question d'aller livrer les sushis, dans les restaurants, ça tombe sous le sens. Donc là, on va superviser la température des entrepôts frigorifiques. Hem
le Rasenballsport à Leipzig, un très, très grand stade. Là, ils supervisent des milliers d'équipements, que ce soit les portiques pour rentrer dans le stade, des grands écrans géants, ce qui permet d'indiquer le score, les publicités, dynamiques, enfin, tout un tas de choses qu'on n'imagine pas et du Wi-Fi, juste pour un match de foot ou pour un concert. Et mon dernier exemple, l'aéroport de Francfort, il y a 2 ans, a été à l'arrêt total pendant 24 heures parce qu'il y a eu un problème sur la distribution d'énergie, d'électricité, un problème qui n'avait pas été anticipé. Et bien, voilà, ils utilisent maintenant, Centrion pour superviser tous les équipements de distribution d'électricité et d'énergie sur l'aéroport qui est assez gigantesque, ainsi que pour superviser tous les terminaux de check-in, justement là où on scanne le QR code pour pouvoir, rentrer dans l'avion. Voilà, le but de ces exemples, c'est de montrer la diversité, des scénarios. Donc quand on parle de OT, c'est quand même très, très, très vaste et j'aurais pu citer encore plein d'autres exemples, dans les hôpitaux et ailleurs. Alors, la question qui se pose, c'est, la convergence IT-OT. Bon, ça, on a compris que les 2 mondes étaient connectés, mais, pourquoi est-ce qu'il faut superviser ou quel est l'impact sur la supervision? En fait, c'est simple, ça tient en 4 lettres. NIS 2, la directive européenne NIS 2 qui vise à renforcer, la sécurité, la cybersécurité des infrastructures critiques, dans tous les secteurs, mais notamment dans les secteurs industrie, énergie, transport, distribution d'eau, santé, logistique, gestion des bâtiments. Bah, tous ces secteurs-là qu'on vient de voir, qui ont une convergence entre l'IT et l'OT, bah, la directive européenne NIS 2, elle vous oblige à sécuriser ces systèmes-là, s'assurer qu'ils soient sécurisés, mais à aussi en assurer une surveillance. Une surveillance continue des actifs, des équipements, surveillance continue des événements qui se produisent sur ces équipements, de façon à détecter, les incidents de sécurité pour réagir et aussi, vous oblige à documenter, tout ce qui s'est passé, tous les incidents et les taux de disponibilité et cetera. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de questions à se poser, depuis la mise en place de la directive européenne, NIS 2. La supervision, l'extension de la supervision informatique au monde OT est absolument, indispensable. C'est elle qui va permettre d'avoir une visibilité en temps réel, en continu sur, l'ensemble du parc, opérationnel, qui va permettre de détecter, des comportements anormaux, qui va permettre de garantir, la résilience opérationnelle, hein, qui est une des exigences, de NIS 2 et qui va vous permettre de documenter, les taux de disponibilité, les pannes, et de prouver, votre capacité à détecter une panne ou votre capacité à y répondre, à corriger le problème avant qu'il impacte, l'infrastructure. Donc voilà, il n'y a pas trop de questions à se poser. NIS 2 implique de superviser, d'étendre la supervision informatique jusqu'à l'OT. Alors ça ne va pas sans quelques, défis. Bah, d'une part, la supervision en général, c'est l'apanage de l'équipe d'exploitation informatique qui n'est pas forcément familière avec les technologies et les protocoles, de ce monde OT et IoT. Alors bon, ça, c'est pas compliqué, il suffit de demander à ses collègues, des équipes OT. Manque de bol, ces collègues-là ne sont pas dans le même bâtiment. D'ailleurs, ils ne reportent pas au même chef et d'ailleurs, s'il faut trouver un chef commun entre l'informatique et l'OT, il faut remonter au-dessus du DSI, c'est-à-dire, au PDG. Donc en fait, il y a une question de silo entre les équipes qui est finalement le point le plus compliqué à résoudre, hein. Et puis évidemment, il faut un outil de supervision, qui soit adapté à ça. Celui que vous utilisez aujourd'hui pour l'informatique, ben, il va falloir, qu'il soit adapté à cette extension, vers le monde OT. Alors, si c'est NIS 2 qui vous oblige à, étendre cette supervision, l'avantage, c'est qu'il va y avoir tout un tas de gains qui n'ont rien à voir avec, NIS 2. Hem, c'est que, en fait, en faisant cette supervision, vous allez augmenter la disponibilité des chaînes opérationnelles. Il y aura moins de pannes critiques, moins d'arrêts, et vous allez avoir des vues partagées entre les 2 équipes. Là, une fois que vous avez trouvé dans quel bâtiment ils se trouvent et à quelle machine à café ils s'approvisionnent, vous allez voir des vues partagées qui vont permettre d'anticiper, de réagir plus rapidement, de se coordonner en cas de problème. Et finalement, cette meilleure visibilité du terrain opérationnel, va entraîner une diminution, des coûts de maintenance et j'essaierai d'expliquer ça avec un exemple. Donc un petit peu quelques défis, mais des vraies opportunités qui vont bien au-delà, de la directive, NIS 2, qui sont très intéressantes pour l'entreprise, y compris pour, son chiffre d'affaires. Alors, nous arrivons aux 3 piliers fondamentaux, pour une supervision IT/OT pertinente ou pour réussir son projet d'extension de l'informatique. Donc
d'après nos échanges avec nos clients. D'une part, comment est-ce que l'on peut étendre la supervision aux environnements non IT, comment est-ce qu'on y arrive. Ensuite, il va falloir modéliser les chaînes critiques opérationnelles, je vais expliquer ça. Pas avoir simplement une vision de chaque élément, mais une vision de bout en bout de la chaîne opérationnelle. Et puis, ce fameux partage des vues suppose de créer des vues graphiques fonctionnelles qui sont un petit peu différentes de ce que l'on a quand on est simplement dans l'informatique, dans le data center. Je vais donc expliquer chacun des trois piliers. Si vous avez des questions, une fois de plus, n'hésitez pas à les poser. Sachez que Lucie vous enverra une copie de ces slides après cette présentation. Premier pilier étant de la supervision aux environnements non IT. Alors, il y a un prérequis, ça tombe sous le sens, c'est que il va d'abord falloir superviser tout l'environnement réseau, firewall, sécurité, qui connecte tous ces sites-là, OT, IoT, à l'informatique, tout au long de l'oléoduc ou du canal du Rhône ou de l'usine ou dans l'hôpital. Donc, il y a toute une partie qui est assez standard, ce sont des routeurs, des commutateurs industriels. Le routeur qui est dans le transformateur EDF, ce n'est pas exactement le même que ce que vous avez dans votre data center, parce que lui, il est protégé pour les environnements électromagnétiques. Mais à la fin, il se supervise de la même façon. C'est une supervision réseau que l'on dit agentless, c'est-à-dire qu'on c'est pas comme sur un serveur, on ne va pas installer un agent, on fait ça à distance avec le protocole SNMP et on récupère les données de bande passante, de gigs, etc., comme sur tout équipement traditionnel, et on pourrait faire pareil sur des firewalls. Le petit point ici, c'est que comme on est quand même dans une logique de conformité à la directive NIS 2, on va faire attention d'employer le protocole SNMP V3. La version 3 du protocole SNMP, c'est celle qui permet d'encrypter les flux et donc d'assurer une meilleure protection d'un point de vue cybersécurité. Mais voilà, c'est le seul petit détail à prendre en compte. Maintenant, en général, il y a toute une infrastructure SD-WAN, alors maintenant on dit SASI, et puis il y a encore d'autres acronymes pour parler de cette façon de, de, d'amener du réseau et de la sécurité de manière pilotée par logiciel, par une application dans le cloud. Et là, ce que l'on fait, c'est qu'on fait une supervision qu'on dit indirecte, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement superviser les équipements, on va attaquer l'API du service qui contrôle tous ces équipements, et ils ont tous une API. On va interroger cette API de façon à avoir une vision claire sur l'état de disponibilité et tous les KPI de l'ensemble de l'infrastructure SD-WAN, SASI ou même Wi-Fi par exemple. Et donc pour ça, alors c'est pas miraculeux, chaque API est différente, donc il faut des connecteurs dédiés, spécifiques à chaque équipementier. Par exemple, c'est Centréon, on va avoir des connecteurs pour, Cisco Meraki ou Viptela, pour tout l'environnement Fortinet, pour VeloCloud si vous avez du VMware, Versa, Cato Networks, et cetera, et cetera. Donc là, il faut des connecteurs dédiés qui font une supervision indirecte à partir des API. Mais une fois qu'on a ça, on a une vision claire et complète de l'environnement de réseau qui connecte tous les sites opérationnels. Ensuite, on a ces fameux protocoles spécialisés dans le monde industriel. Alors MQTT, c'est plutôt le monde IoT, mais Modbus, OPC-UA, Profibus, DP3, puis il y en a beaucoup d'autres. Ça, c'est vraiment le monde des environnements industriels. Alors, c'est pas des protocoles récents, hein. Le plus récent, là, il a peut-être 15 ans. Il y en a certains qui ont 20 ou 30 ans. Donc, c'est des choses quand même très, très, très connues. En tout cas, des gens qui sont dans le monde opérationnel. Et là, chacun, finalement, est créé, piloté par un équipement. Alors, des fois, ça s'appelle un broker de messages, des fois, ça s'appelle une gateway, des fois un contrôleur. La terminologie est différente à chaque type de protocole, mais à la fin, c'est un peu la même chose. On va faire une supervision indirecte depuis une API proposée par ces équipements ou parfois depuis un protocole dédié qui permet de récupérer toutes les informations sur le nombre de messages envoyés, le nombre d'équipements connectés et des choses comme ça. Mais ce qui veut dire quand même que pour votre solution de supervision, il faut une solution qui ait des connecteurs dédiés à ces environnements. C'est pas miraculeux. Dans le cas de Centrion, par exemple, on va avoir un connecteur pour l'environnement Mosquito, qui est un environnement open source pour implémenter MQTT, qui est plutôt dans le monde IoT, qui vient de la fondation Eclipse, ou pour VernetMQ, ou pour tout un tas d'autres environnements. Et
En fait, on les développe ces connecteurs un par un au fur et à mesure que nos clients nous appellent, puisque nous, on n'a pas accès à ce type d'équipement et pour pouvoir tester le connecteur ou pour qu'il soit documenté, on a besoin d'un client, qui nous met à disposition son environnement industriel, pour qu'on puisse développer tous ces connecteurs. Mais bon, là, il faut des connecteurs dédiés, hem, qui collectent les bonnes informations. Alors, on a aussi, tout en fait, tous les serveurs et systèmes. Finalement, un distributeur de billets, un terminal bancaire, une caisse automatique, le fameux kiosque où je commande mon fast-food, où j'achète un ticket de bus, tous les écrans publicitaires, dans mon magasin de parfumerie, les bandes d'accueil, tout ça à la fin, c'est un serveur Windows ou Linux, caché quelque part en dessous et superviser ce serveur, bah, c'est pas différent que de superviser le serveur du data center, hein. C'est dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on installe un agent sur le serveur. Cet agent, il va superviser le système lui-même, mais éventuellement, il va exécuter des scripts, qui supervisent des données un petit peu plus applicatives. Heu, la chose à penser, dans un environnement, opérationnel, c'est que l'agent doit fonctionner en mode push. Le mode push, ça veut dire que c'est l'agent lui-même qui doit établir la communication, vers le serveur central de supervision et non pas le serveur de supervision qui, se connecte à l'agent parce que évidemment ces systèmes-là, ils sont protégés. Un distributeur de billets de banque, bah, le système de supervision ne peut pas aller le piller quoi, hein. Il est protégé par des firewalls et donc il faut que ce soit l'agent, il faut que l'agent supporte un mode push où lui-même va, s'enregistrer, communiquer, ouvrir les flux de communication, avec le logiciel de supervision. Dans le cas de Centréon, l'agent s'appelle Centréon Monitoring Agent en bon français. Hem, il a donc le mode push, aussi le mode pull. Évidemment, il supporte l'encryption des flux, c'est ce qui est absolument nécessaire aussi, dans ce cas-là. Il se trouve qu'il s'appuie sur le protocole standard OpenTelemetry, qui est un protocole plutôt du monde de l'IT, de l'observabilité, qui va se déployer dans les 20 prochaines années, et remplacer progressivement des protocoles comme, SNMP. Donc c'est plutôt quelque chose de prêt pour le futur. Hem, pour finir, il y a tous les équipements, que j'appelle simples, une bête caméra vidéo, des badgers, contrôle d'accès, l'afficheur sur le quai, ce qui contrôle, je sais pas moi, la diffusion d'énergie, des capteurs, bon, ces choses-là, en gros, s'il y a une adresse IP, c'est supervisable. Ça, c'est parce qu'au pire, on fait un ping. Si vraiment si vraiment on n'a pas d'autre choix, au pire, on va faire un petit ping là pour vérifier que l'équipement est toujours vivant. En vérité, la plupart des équipements ont une MIB SNMP, qui permet, de récupérer des données, environnementales. Par exemple, des données de température, d'humidité ou de consommation électrique ou de donc en règle générale, on a une MIB SNMP et à partir du moment où la MIB SNMP est documentée, on a un connecteur SNMP qui va permettre de superviser l'équipement et de récupérer des données et de superviser les données récupérées. Bah, c'est mon fameux cas, des entrepôts frigorifiques où je supervise, pas juste est-ce que l'entrepôt il est toujours vivant, mais, est-ce que la température dans l'entrepôt, est bien, en dessous de -40 degrés ou quelque chose comme ça. Voilà un petit peu un tour des types d'équipements, à superviser. Alors d'autres éléments à prendre en compte, évidemment, il y a tout un tas de sites qui sont protégés et qui ne sont pas accessibles depuis un serveur central, et donc dans ce cas-là, je vais, bah, une usine, un site industriel, dans ce cas-là, je vais déposer à l'intérieur du site, hein, derrière le firewall, un collecteur, un petit collecteur, qui lui est en mode push. Donc le collecteur, il va collecter toutes les informations dans le site et il va les pousser vers le serveur de supervision et ce collecteur, ça peut être sur une VM, sur un petit serveur, mais ça peut être dans les environnements très industriels où il y a pas d'informatique, ça peut être, sur un Raspberry Pi. Heu, on peut avoir des équipements propriétaires critiques et là, il faut faire un développement sur mesure. Alors, comme Centrion est open source, c'est assez facile et puis la conformité NIS2 suppose que la plateforme de supervision elle-même soit conforme, à la directive NIS2. Donc, il y a une authentification multifacteur des utilisateurs. Ils ont des rôles, le stagiaire n'a pas accès à tout. On sépare les réseaux, on va chiffrer les flux, on va avoir des notions de redondance et cetera et cetera.
Hem, voilà un petit peu pour le premier pilier. Le second pilier, c'est la modélisation des chaînes opérationnelles critiques. Alors modéliser, c'est pour avoir une vision de bout en bout. Est-ce que ça fonctionne de bout en bout? Oui, non. Je veux un vert ou un rouge, je veux pas qu'on me donne 50 indicateurs, j'en veux qu'un seul. Donc pour ça, on va regrouper les composants techniques, dans des services logiques. On va regrouper ces services logiques dans des services logiques un peu plus gros, qu'on va regrouper dans des services logiques encore un peu plus gros, ainsi de suite. On va avoir un arbre de causalité qui permet tout à gauche là, d'avoir un statut. Oui, la partie, good food, là, les entrepôts frigorifiques, tout fonctionne. Paris, Madrid, Londres fonctionne. Madrid, tout fonctionne et cetera et on là, j'ai pas déplié tout l'arbre, mais il faut imaginer un arbre comme ça de causalité où on a réussi à agréger, tous les indicateurs de tous les composants qui font qu'à la fin, le service est bien rendu de bout en bout et soit tout est au vert, soit il y a certaines choses qui sont à l'orange parce qu'il y a un système redondé où un des équipements est tombé et bon, bah, mon statut global va être, à l'orange. Alors ça, c'est très utile parce que ça permet d'une part, quand il y a un problème, d'identifier rapidement quel est l'élément là dans la chaîne qui est en train d'impacter le service, ça accélère la résolution des incidents mais ça permet, d'avoir la vision de bout en bout plutôt que la vision simplement des équipements individuels, ce qui est, la façon de calculer finalement les fameux indicateurs qui sont demandés par la directive, NIS 2, bah, c'est comme ça qu'on les obtient. On a le taux de disponibilité du service de bout en bout, les MTBF, les MTTR, les temps de panne et on peut faire ça sur des périodes, à la semaine, à la journée, au mois, voire même heure ouvrée, ou pas si c'est dans des bureaux, des magasins, des choses comme ça. Donc voilà, modélisation des chaînes opérationnelles critiques, c'est absolument crucial. Et là, il ne faut pas rêver. En fait, ça ne se fait pas tout seul. C'est pas automatique. Il n'y a pas un bouton où on appuie. Non, il faut rencontrer ses collègues de l'IT et de l'OT, les mettre autour d'une table, mettre un grand tableau blanc, passer 2 heures, 4 heures, 8 heures s'il le faut, jusqu'à dessiner cet arbre de causalité. Alors, c'est pas du temps perdu, d'une part parce que ça fournit l'indicateur dont on a besoin, mais surtout que lorsqu'il y aura une panne, tout ce travail qui a été fait pendant plusieurs heures sur un tableau blanc sera très utile pour que les équipes collaborent et ensemble corrigent la panne plus rapidement. Donc voilà. C'était le deuxième point. Le troisième point, c'est de créer des vues fonctionnelles. Alors, c'est des vues géographiques ou opérationnelles. C'est celles qui sont affichées sur des grands écrans sur les open space et que c'est les fameuses vues qui vont être partagées entre les équipes IT et OT. Alors, ça commence par des vues géographiques. Bah, puisqu'on est sur un terrain opérationnel, il s'étend sur un territoire, une région, un pays, un continent le monde entier. On a un client qui supervise 200 usines dans le monde entier, hein, dans le secteur automobile. Donc on va avoir des vues géographiques comme ça où chaque petit point représente un site, le site est fonctionnel ou pas. Et là, on va faire la même modélisation que j'ai décrite précédemment, non pas pour une chaîne métier, mais pour un site. Qu'est-ce qui dans ce site est critique pour que le site fonctionne au-delà du routeur d'accès ou du firewall. Évidemment, on va faire des cartes régionales, des cartes locales pour que chaque équipe ait la carte qui corresponde à son domaine de responsabilité et de compétences. Et puis on a des vues opérationnelles. Ça, c'est plutôt la vue du terrain, sur place, le site, l'endroit que je vois, la rame de métro, la station de bus, et cetera. Là où c'est ce qui va permettre finalement de commencer à baisser les coûts de maintenance parce que je vais savoir exactement, mais où se trouve l'équipement en défaut. Je vais pouvoir appeler quelqu'un en disant: «Bah, le placard à balai du fond, là, en bas, il y a un machin, c'est écrit Cisco, tu appuies sur le bouton reset» et plutôt que, d'envoyer quelqu'un, mon sous-traitant, qui est dans la région, prend son Kangoo, passe une demi-journée pour aller sur site et pour faire, la même chose. Donc les gains, de coûts de maintenance se font beaucoup parce que l'on a des vues opérationnelles où on sait exactement ce qui se passe, mais précisément, c'est quelle vanne de l'oléoduc qui est en panne, quoi, hein. Voilà, c'est un petit peu ça et donc on va agréger ces vues. Donc là, j'ai mis, dans ma plateforme de démo, géographique, un petit peu plus zoomé et puis, un étage, dans des dashboards. C'est ces fameux dashboards, ces vues qui vont être partagées entre les équipes. Oh, j'ai un autre exemple ici où voilà, je retrouve mes entrepôts frigorifiques en bas, ma chaîne, là, opérationnelle en haut, mes SLA à gauche et ma carte de France, à gauche. Là, j'ai une vue, c'est plutôt le vue d'une usine. On peut tout imaginer, hein, et puis là, la vue d'un bateau, on a un client qui opère des ferries, sur la Manche, bah, il faut qu'il supervise toute l'infrastructure du ferry, notamment ce qui permet de payer avec une carte bleue, l'alcool que l'on achète quand on va en Angleterre. Et puis, sur un bateau comme ça, ils vont avoir en fait un collecteur
déportés, parce que si la connexion satellite est tombée, ils seront bien contents de continuer à collecter les données. Ils ont même en fait des écrans déportés de façon à pouvoir débugger le problème de la connexion satellite sans avoir à dépendre du serveur central qui se trouve quelque part à Dunkerque ou à Londres ou je ne sais où. Voilà des exemples de vues fonctionnelles. Maintenant, on arrive à la fin de cette présentation. Ça va être à vous de jouer. Alors, avant de vous lancer dans votre projet d'extension de la supervision vers l'OT, première question, c'est où en êtes-vous de la conformité aux exigences de la directive NIS2 sur les SAMOT? Parce qu'il faut avant de superviser, il faut déjà que ce soit sécurisé. Donc ça, c'est le premier point. Avez-vous une cartographie à jour de tous les sites et de tous les équipements sur ces sites? Alors ça, c'est pas toujours facile à récupérer, notamment à un format utilisable informatiquement parlant, mais bon, y a-t-il une CMDB ou quelque chose d'équivalent qui donne cette cartographie? Comment je peux en faire un extract? Comment est-ce que c'est tenu à jour? Et puis le point le plus important, c'est finalement, est-ce que j'ai défini avec l'ensemble des équipes opérationnelles les indicateurs communs qui vont permettre de prouver à sa direction que le service est résilient, qu'il est opérationnel, qu'il est performant, qu'il est disponible. Voilà, comment est-ce que l'on mesure ça? C'est quoi l'indicateur? C'est quoi les KPI? C'est ce travail-là à faire en premier avant de créer la première vue graphique, avant de créer la première modélisation, avant de mettre en supervision le premier équipement. Une fois qu'on a fait ça, là, on peut dérouler le projet. Alors évidemment, il y a une petite question qui est: est-ce que mon outil de supervision est prêt pour cette convergence IT, OT, IoT? Alors si ce n'est pas le cas, ça tombe bien, vous pouvez vous poser la question de pourquoi choisir Centréon? Parce que Centréon permet une supervision agnostique de tout type d'environnement, extensible, avec ses connecteurs, 700 connecteurs. Tous les mois, on en rajoute des nouveaux. Et puis de flexibilité open source qui permet d'en développer des nouveaux facilement, même vous-même éventuellement ou votre système intégrateur. Vous pouvez modéliser les services critiques de bout en bout de façon à garantir la disponibilité des services métiers ou en mesurer les SLA et documenter tout ça. Vous pouvez créer vos vues opérationnelles graphiques, géographiques, partagées pour anticiper et coordonner vos efforts ou pour diminuer les coûts de maintenance. Et puis, cette solution, elle est compatible elle-même avec les exigences de sécurité de la directive 10.2. Voilà, elle encrypte les flux, elle a un système SSO d'authentification, elle peut être redondée, elle a tout ce qu'il faut pour être conforme à un environnement NIS2. Je mets, pour aller plus loin, www.centrion.com. On a un e-book, qui vous pouvez télécharger gratuitement. Donc vous aurez ces slides-là après, donc vous n'êtes pas obligé de flasher tout de suite. Ça correspond un petit peu à au premier tiers de ma présentation, mais on a un guide que je vous conseille là, le guide de survie pour la convergence IT/OT, qui est beaucoup plus détaillé que ce que j'ai pu indiquer ici. Ça fait 35 ou 40 pages et qui est celui à télécharger pour approfondir ou pour donner à vos collègues qui doivent approfondir le sujet. Vous pouvez tester gratuitement Centréon. En fait, il y a un bouton là, gratuit, et c'est gratuit, sur notre site web en haut à droite. Vous pouvez même tester deux variantes. On a une variante SaaS, Centréon SaaS, où voilà, il n'y a pas un site serveur. Et puis une version on-premise, c'est à vous d'installer l'applicatif chez vous si c'est ce qui vous correspond. Les 2 peuvent être essayés gratuitement. La version on-premise, en fait, vous pouvez même la garder ad vitam aeternam tant que vous ne supervisez pas plus de 100 équipements. Donc c'est quand même, assez pratique. Enfin, vous pouvez nous contacter pour avoir une démo personnalisée, bien plus précise et détaillée que ce que j'ai pu vous montrer aujourd'hui, ou bien sûr pour obtenir, un devis. Voilà, n'hésitez pas. Ce qui m'amène à la fin de cette présentation, j'ai mis mon adresse email tout en bas, là, pmartel@centrion.com, si vous voulez, me contacter directement. Je vous remercie de votre écoute, et puis c'est le moment où on se demande s'il y a des questions. Alors j'en ai vu une passer rapidement là dans le truc question qui était sur Cato Networks. J'ai dit qu'on avait un connecteur Cato Networks, en fait c'est pas complètement vrai, il sera disponible dans 15 jours. Donc tous les mois, on publie
une liste de nouveaux connecteurs que l'on met dans la bibliothèque disponible en ligne. Cato Network, c'est un de nos clients qui nous a demandé ça. Et donc, on l'a développé avec lui. Il sera disponible dans la prochaine version. C'est dans 15 jours que l'on sort les prochains paquets de connecteurs. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il nous reste 5 minutes, 11h40. Je ne vois rien dans le chat. Question. Alors, bonjour. Comment faites-vous dans le cas où l'équipement supervisé est sur un réseau non routé par rapport au pollueur? Ah bah là, ça va être compliqué, hein. C'est là où on va être, il y a rien de miraculeux. Il va falloir mettre un pollueur local qui est sur le réseau et qui lui-même, donc c'est un système de gateway, qui est lui-même connecté au système de supervision. Donc à la fin, il va falloir un pollueur, qui sert de gateway entre le monde super protégé et qui a une deuxième patte sur le monde extérieur. Et il va falloir que ce poleur soit dans ce fameux mode de push où c'est lui qui établit la connexion sortante vers le système de supervision serveur central. Voilà. Alors il y a quelqu'un, il y a Grégory qui propose de tricher en faisant un NAT réseau. Voilà, il y a sûrement tout un tas de techniques que je ne connais pas, mais bien sûr que c'est faisable et c'est fait. En fait, tous nos clients font des choses comme ça. Il y a peut-être une technicité réseau qui dépasse mes compétences de product marketing manager. Alors, voilà, il nous reste quelques minutes si vous avez des questions. Mais sinon, n'hésitez pas, hein, je remets le slide d'avant. N'hésitez pas à approfondir sur notre site internet, à télécharger les guides, à essayer Centréon directement si vous le sentez comme ça, mais probablement plus simplement à nous demander une démo, un avis, des exemples, etc., etc. Voilà, je pense que je regarde les questions. Est-ce que Centréon remplace ou complète les outils de supervision industrielle? Ça complète. C'est-à-dire que l'environnement industriel, lui, effectivement, il vient avec un environnement de supervision, mais bien plus détaillé, qui est est-ce que le robot fonctionne comme il doit fonctionner, etc., etc. On ne va pas remplacer cet environnement-là qui est fourni par le fabricant d'équipements industriels. Nous, on vient au-dessus pour assurer que tous ces équipements industriels parlent bien à l'application métier, que l'ensemble fonctionne de bout en bout. En gros, qu'on fournit bien l'eau, le gaz, l'électricité à l'environnement industriel, si j'ose dire. Mais ça vient en plus et ça ne remplace pas. Alors, il y a une question sur Kubernetes, les équipements dockerisés. Toujours besoin d'un Prometheus pour faire le lien. Alors, effectivement, typiquement chez nos clients, on supervise un Prometheus qui lui-même gère tout le Kubernetes. C'est un peu moins vrai maintenant. On a des nouveaux connecteurs pour les environnements dockerisés, pas que Kubernetes, qui s'affranchissent du Prometheus. Donc ça a pas mal évolué. Il faut voir nos release notes tous les mois là qui indiquent les nouveaux connecteurs. Mais il y a des façons, il y a d'autres façons de superviser les environnements dockerisés que ce que l'on faisait il y a 3-4 ans, où on avait toujours un Kubernetes au milieu. Et puis il va y avoir bon, d'autres annonces. On a un Centréon Summit dans quelques semaines où on a des grosses annonces sur des choses comme le log management, etc. Mais bon, là, c'est pas le sujet de ce webinaire. Il nous reste 1 minute. Je vois qu'il y a quelque chose dans le chat. Est-ce que vous utilisez l'IA pour prédire les pannes en analysant les paramètres physiques sur les équipements ou est-ce des solutions tierces? Alors, nous, l'IA, on a une fonctionnalité qui est basée sur l'IA qui s'appelle Anomaly Detection, où en fait, lorsque une métrique a un comportement régulier dans la journée, dans la semaine, on va détecter que cette métrique dévie du comportement régulier. C'est comme ça qu'on utilise l'IA. On ne va pas plus loin et notamment on ne fait pas de maintenance prédictive comme ça peut être fait avec des équipements spécialisés. Principalement. 45, Lucie va me dire merci Pierrick, bonjour, mais on va probablement terminer là le webinaire.
Exactement. Bon, Merci beaucoup Pierrick pour cette présentation. Merci à tous, pour, votre participation et vos questions. De nouveau, si vous souhaitez poursuivre ces échanges avec Pierrick, n'hésitez pas à le contacter directement, sur son mail qui s'affiche à l'écran. Comme, Pierrick vous l'a précisé plus tôt, vous recevrez le replay ainsi que cette présentation par mail. De nouveau, merci à tous pour cette session. Merci Pierrick et on vous souhaite, une très bonne journée. au revoir.